nous attaquons le dernier volet de cette conférence avec la question, enfin quelques questions qui restent, quelques interrogations sur la base de données, comment ça va marcher, comment on va accéder aux données. Et justement, ce problème de l'accès aux données, et je pense la question que vous vous posez tous ici, vous les participants de la table ronde, parce que vous êtes presque tous en train de développer ou de réfléchir ou de solliciter ou de favoriser le développement d'applications qui ont un cruel besoin des données des fabricants pour fonctionner. Donc, on va parler de ça. Et avant de commencer, je pense on va faire un tour de table, comme on dit, peut-être en commençant par Stéphane, pour que chacun vous identifie. Moi, maintenant, je sais qui vous êtes. Donc, en une minute chacun pour dire comment vous vous appelez, ce que vous faites dans la vie. Et puis après, on attaquera la table ronde. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Stéphane Gigondet. Je suis le créateur d'Open Food Facts. Open Food Facts, c'est un catalogue numérique des aliments qu'on a créé en 2012, qui marche essentiellement sur le mode collaboratif. C'est qu'on a 10 000 contributeurs qui scannent des codes barres, prennent des photos du tableau nutritionnel, des informations des listes des ingrédients, etc. Et tout ça, ça va dans une grosse base de données collaborative. C'est un peu le Wikipédia des produits alimentaires. Et c'est une base qui est en open data, c'est-à-dire qu'elle est réutilisable par tous, pour tous usages et gratuitement. Et elle a été réutilisée par plus d'une centaine d'applications, de services, de chercheurs différents. Et donc je vous en parlerai tout à l'heure. Bonjour à tous, Thomas Itaï-Kumar. Donc moi je travaille au WWF, donc le Fonds mondial pour la nature. Et je suis en charge du programme alimentation durable, qui a été créé depuis près d'un an dans le département agriculture et alimentation. Donc on aura l'occasion d'en parler après, notamment sur les indicateurs de durabilité, etc. Bonjour, je m'appelle Robert Elion, je suis le représentant d'une association de consommateurs qui est l'association des familles catholiques. Et je viens pour essayer de défendre aussi les consommateurs, parce que là j'en suis un vrai en tant qu'association. Et donc, je travaille beaucoup au CNA, puisqu'au Conseil national de l'alimentation, dans tous les groupes qui travaillent pour essayer d'avoir une alimentation plus favorable à la santé. Bonjour à tous, Adrien Dumitrescu, je suis le cofondateur de ScanUp. Et chez ScanUp, on a développé la première application mobile qui permet aux consommateurs de faire leurs courses et d'agir pour leur alimentation, notamment en co-construisant les produits sains et responsables de demain avec les marques. Et on utilise aussi en partie de notre base une partie d'Open Food Facts. Bonjour, je suis Pierre Killy, je suis cofondateur de Qualito. Qualito, on fait des solutions qui permettent de filtrer les produits alimentaires en fonction des critères des consommateurs. Donc, la plus visible de cette solution, c'est l'appli mobile Qualito, qui vous permet donc aux consommateurs de vérifier si un produit alimentaire correspond à vos critères alimentaires, que ce soit végétarien, sans gluten, femme enceinte, tout ça. Mais on a aussi d'autres solutions en B2B. Voilà. Bonjour, je suis Muriel Chabanois et je dirige la R&D des programmes alimentaires pour Weight Watchers France. Donc en charge de tout ce qui est contenu et notamment la base de données alimentaires. Et merci à Open Food Facts qui nous est très utile. Bonjour, Pierre Mounier, je suis cofondateur d'une application de scanning alimentaire aussi qui s'appelle Phare. À la différence que nous, on utilise la réalité augmentée pour en fait transformer n'importe quel emballage de produits alimentaires en un objet interactif qui va donc pouvoir afficher des informations personnalisées à l'utilisateur comme son régime et la compatibilité avec son régime, mais aussi toutes les valeurs du produit, comment il a été fait, par qui, quelle est la rémunération du producteur, toutes ces informations de traçabilité qui sont un peu la thématique du jour, des informations qu'on va directement chercher chez les marques, chez les fabricants qui utilisent notre plateforme SaaS pour enrichir eux-mêmes leurs produits. Bonjour à tous, je suis Agathe Matet, je suis déléguée générale de l'association La Food Tech Dijon-Bourgogne-Franche-Comté, qui est en fait membre du réseau thématique Food Tech et AgTech de la French Tech. Et donc on est une association qui soutient les initiatives numériques et technologiques
dans tous les domaines de l'alimentation, de l'agriculture à la consommation finale, donc en passant par la transformation agroalimentaire, la distribution, les objets connectés en cuisine, etc. Je suis Olivier Allais. Tant pis. Faut le coller. Je suis Olivier Allais. Merci pour l'invitation, participer à cette table ronde. Je suis directeur d'unité à l'INRA, Alice, Alimentation et Sciences Sociales. Dans notre unité, on a aussi un dispositif qui s'appelle OCALI, l'Observatoire de la qualité alimentaire. Je vous ai déjà proposé, donc je ne le redis pas, mais on va commencer la discussion avec Stéphane Gigondet, parce que je pense que tu fais bien la transition entre les thèmes qui ont été évoqués ce matin et les thèmes de cet après-midi. Tu es toi aussi, d'une certaine façon, un producteur de données, non pas primaires, puisque les données primaires, c'est celles des entreprises, mais des données de base qui ensuite sont réutilisées par des applications, dont certaines sont ici. Et donc la problématique qui est évoquée aujourd'hui, celle de comment constituer ces bases, quels sont les points importants, l'importance de l'ouverture, l'importance des liens avec les gens qui fournissent des données, etc. Enfin, toutes ces questions-là, que j'imagine tu connais bien, et sont d'une grande valeur, évidemment, pour des gens qui, comme nous, veulent se lancer aussi dans la fabrication d'une base de données des aliments. Très bien. Alors, en ce qui concerne la création de la base, nous, effectivement, on a commencé avec les moyens du bord, parce qu'on est des citoyens, et on a justement imaginé cette collecte citoyenne grâce au smartphone, et c'est aujourd'hui l'essentiel de notre base vient de cette collecte citoyenne. Donc c'est exactement le même principe que Wikipédia. Chacun d'entre vous peut télécharger l'application OpenFoodFacts pour Android, iOS, et aller scanner sa cuisine, ses placards, son frigo, etc. Le problème de ça, effectivement, on en a parlé ce matin, c'est que du coup, on n'a pas forcément des informations qui sont complètes et surtout à jour. Et c'est pour ça que depuis quelques années, on travaille avec de plus en plus de producteurs qui nous donnent directement leurs données. Donc par exemple, parmi les grandes entreprises, il y a Fleury Michon qui nous envoie régulièrement le listing de tous leurs produits avec les photos pour qu'on puisse l'intégrer dans la base OpenFoodFacts. Plus récemment, là, je suis en train d'intégrer tous les produits de marques de distributeurs de Système U. Et on a des contacts très positifs avec quasiment tous les autres distributeurs qui sont très intéressés pour rendre publiques leurs données sur des produits qu'ils fabriquent. Alors, on a parlé aussi ce matin un petit peu, on a évoqué des usages, et donc beaucoup d'entre vous vont parler des usages que vous faites des données. Moi, je voudrais revenir sur un point, c'est ces informations, en fait, tu en as parlé, Pierre, ce matin, c'est des informations qui sont déjà publiques, puisqu'elles sont sur les emballages, mais surtout, c'est des informations qui sont d'intérêt public, parce qu'on en a tous besoin pour pouvoir choisir quel céréales donner à ses enfants, quel produit acheter, y compris quel produit pour son chat. D'ailleurs, on remarque qu'on a aussi un projet sur la nourriture pour aliments, et on a beaucoup d'informations nutritionnelles en plus pour les chats, plus que pour les humains. Et du coup, justement, ces données qui sont d'intérêt public, il y a des centaines de façons différentes de les utiliser. Il y a effectivement beaucoup de décryptage à faire. On peut, nous, ce qu'on fait, par exemple, c'est calculer le Nutri-Score pour tous les produits, voir la note ABCDE, etc. Il y a des applications comme Yuka, qui a plus de 3 millions d'utilisateurs, qui utilisent la base OpenFoodFacts pour calculer un autre score un petit peu différent. Ça, c'est un peu l'application évidente, le décryptage. Une autre application évidente, c'est la comparaison des produits. Pouvoir rechercher dans cette base, pouvoir dire, je veux voir toutes les céréales avec sur un axe le sucre, sur un autre axe le gras, et voir les 1000 paquets de céréales, et se rendre compte que voilà, les Smacks, c'est 43% de sucre, et qu'à l'inverse, il y a des cornflakes où il y a beaucoup moins de sucre. Donc ça, c'est une seconde utilisation des données, et cette utilisation-là, elle peut être faite seulement si toute la base est ouverte, et pas seulement accéder à une interface pour scanner un code barre et avoir un produit. Et c'est le dernier point que je voulais aborder, c'est la notion de bien commun, de partage que vous avez évoqué ce matin, notamment Xavier de Barras de GS1. Effectivement, ce catalogue numérique des aliments, c'est un bien commun, ça peut servir à tout plein de choses. Il faut que ça soit ouvert, c'est-à-dire que tout le monde puisse utiliser les données
pour tout usage, sans devoir s'inscrire à quoi que ce soit, s'abonner à quoi que ce soit, ou payer quoi que ce soit. C'est des données, c'est légitime que tout le monde y ait accès. Et surtout, en ouvrant les données, vous allez être surpris par les utilisations et les réutilisations qui vont être faites des données. Alors bien sûr, il y a toutes les applications de nutrition, etc., qui vont être faites avec. Mais nous, par exemple, on travaille avec des chercheurs qui utilisent les données d'Open Food Facts pour faire des études de santé publique. Notamment l'équipe du professeur Hagberg a utilisé les données d'Open Food Facts pour faire des études pour voir si le Nutri-Score était bien adapté au marché français. Là, en ce moment, on est en train de travailler avec la même équipe pour utiliser les cohortes de personnes qui participent à l'étude Nutrinet pour enregistrer ce qu'elles ont mangé et voir 8 ans après quelles affections elles ont eu, quelles maladies, pour voir est-ce qu'il y a un lien entre certains additifs et certains types de cancers, par exemple. Aujourd'hui, on n'en sait rien. Avec ce genre d'études à long terme, sur 8 ans, 10 ans, etc., on peut faire on peut essayer de trouver ces corrélations, de prouver ces liens. Et pour ça, on a besoin de bases ouvertes. On a besoin aussi d'historique. Alors effectivement, les données fraîches à jour du paquet qui est dans le rayon, c'est super. Mais nous, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est conserver tout l'historique justement sur le plus longtemps possible, pour qu'on puisse voir effectivement faire toutes ces applications de cohorte, voir aussi est-ce que c'est vrai quand l'industrie, beaucoup d'entre vous nous dites c'est pas la peine de légiférer sur l'huile de palme, sur le sucre, le gras, le sel, etc. Regardez, on va améliorer la qualité, on va baisser le sucre, on va baisser le sel, etc. Ça, c'est quelque chose effectivement qui nous intéresse énormément, c'est pouvoir voir ces évolutions de reformulation des produits, voir par exemple, maintenant qu'il y a le Nutri-Score, est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont essayé de passer de C à B, de B à A, etc. pour que c'est un effet positif sur tout le monde, en fait. C'est ça l'intérêt de rendre public ces données, c'est qu'il y a un effet direct à travers toutes les personnes qui vont utiliser toutes vos applications, et il y a aussi l'effet indirect, parce que le fait de mesurer, de rendre public, ça va inciter toute l'industrie à se battre sur la qualité des produits et pas seulement sur le prix. Donc je vous encourage, là je parle à toutes les personnes qui vont participer à ce projet, qui vont construire ce projet de calculateur de catalogue numérique des aliments, d'aller au bout de la logique, de le faire en open data, de rendre l'accès public, gratuit, pour tous usages. Et je pense que c'est d'autant plus important que vous avez l'intention de le faire financer en partie par l'État. Je pense que c'est important que justement ça serve au plus grand nombre, que ça soit vraiment pour l'intérêt général. Alors s'il vous plaît, allez au bout de la logique du bien commun. Merci beaucoup Stéphane. C'est très important, tout ce que tu viens de dire. Et en particulier, j'ai noté, bien sûr, la conclusion, mais aussi la question de l'historique. Ça me paraît fondamental. Ça, on n'a pas parlé ce matin, mais c'est vrai que à Ocali, par exemple, qui fait déjà un peu ce que tu as dit, c'est-à-dire qui regarde l'évolution dans le temps de la composition nutritionnelle des aliments, c'est vrai que la base de données s'enrichit, mais la base de données en plus s'empile, c'est-à-dire que quand on fait les mises à jour, on n'enlève pas les anciens produits, c'est intéressant de savoir comment les choses ont évolué, qu'est-ce qui a évolué le plus vite, pour quelles raisons, etc. Et donc ça me paraît très important, et donc on voit déjà là aussi des ouvertures et des collaborations en termes de recherche. On terminera la table ronde par les questions de recherche, justement, et les questions de progrès des connaissances permises par cet accès aux données. Mais là, je voudrais qu'on reste pour l'instant un peu sur les bases de données et les données. Alors peut-être avec Agathe Maté qui encourage tous les gens qui sont quelque chose tech pour développer des applications, et qui donc doit avoir une vue un peu panoramique des besoins des développeurs, des questions, des difficultés qu'ils peuvent avoir pour accéder aux données. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça ? Oui, effectivement, en fait, on accompagne en fait des porteurs de projets, notamment des startups, dans le développement de leurs projets. Et il y a beaucoup de startups, mais vous en parlerez mieux que moi, qui ont besoin de ces bases de données pour pouvoir développer leurs projets, ou l'algorithme ou l'application en elle-même ne marcherait pas ou ne servirait à rien si elle n'avait pas accès à ces données-là. Donc voilà pourquoi c'est primordial d'avoir accès à ces données. Aujourd'hui, je pense que la majorité passe par Open Food Facts.
ce qui du coup relève la question de ce que vous disiez tout à l'heure de la certification des données. Et voilà, on a les mêmes problèmes qu'avec Wikipédia où on n'a pas forcément de vérification derrière. Et je pense que du coup, un projet comme le catalogue numérique des aliments peut répondre à cette problématique. Après, la question, c'est quel lien il y a du coup entre le catalogue et Open Food Facts. Je sais qu'on est au début du projet, et voilà. Mais du coup, dans l'accompagnement des startups qu'on peut faire, c'est vrai que cet aspect base de données ouverte est primordial. Merci. Je pense que c'est une idée que ne vont pas remettre en cause nos développeurs d'applications. Vous avez besoin de données pour fonctionner. Donc, on va passer à vous, tous les quatre. Vous utilisez des données que vous ne créez pas vous-même, mais que vous retraitez pour les injecter dans des applications. Alors, je ne sais pas dans quel ordre vous voulez qu'on fonctionne. Peut-être. Ah, bon, alors, commençons par vous, à Weight Watchers. Donc, oui, c'est vrai qu'on s'était vu, vous aviez participé à notre... au colloque que j'évoquais ce matin, qui avait eu lieu il y a 4 ans, en nous disant j'ai besoin de données, je perds beaucoup de temps à rassembler, à constituer des données, alors que ça serait mieux si on développait l'application. Et malheureusement, je crois que la situation n'a pas beaucoup changé encore. Donc vous êtes impatiente de voir le catalogue. On a toujours besoin de données. Simplement, effectivement, c'est peut-être un peu plus facile. Entre deux, on a développé du crowdsourcing. C'est-à-dire que les gens scannent, c'est un peu comme vous, les gens scannent, mais il faut vérifier les données. Et là, une fois qu'il faut vérifier les données, il faut repartir dans le circuit de trouver la bonne information, c'est-à-dire aller chez tous les producteurs, les fabricants, les fournisseurs, pour essayer de trouver cette info et de la valider. Je pense qu'à date, on peut trouver pas mal d'infos un peu partout, sauf que l'info est-elle correcte? C'est là qu'est tout le souci. Et également, alors, moi je suis uniquement dans le domaine des infos nutritionnelles, et parfois l'infonut n'est pas complète. Et ça c'est important, je pense que quand on retransmet sur une base de données des informations, il faut vraiment tout mettre pour prévoir l'avenir. Parce que quelquefois, on fait focus sur, je donne un exemple, les fibres. Les fibres ne sont plus une mention obligatoire, sauf s'il y a allégation. Et bien, de plus en plus, les fibres n'apparaissent plus comme nutriments. Mais peut-être que dans 4 ans, il y aura un changement, et à nouveau, ce sera obligatoire. Ce ne sera plus dans les bases de données. Donc il y a vraiment une projection à avoir, parce que la galère, elle est vraiment rebondissante pour avoir toutes les infos. Et c'est vrai qu'avoir un seul point avec une info vérifiée, avec les packaging, parce que aussi, nous souvent quand on recherche le code barre et le produit. Et en fait, il faut absolument une photo du produit. Parce que le nom peut changer entre deux pour le même produit. Le code barre peut changer parce que vous avez des marques qui ont 25 codes barres pour le même produit. Et il y a vraiment tout un process, et surtout si on veut l'ouvrir au grand public, il y a plein de petits détails qui font qu'une base de données est utile ou pas. Mais à date, c'est vrai que... je vais donner un exemple, on fait du crowdsourcing, on a à peu près 1700 aliments par semaine qui ne matchent pas, c'est-à-dire qui ne sont pas dans notre base de données, et une personne ne peut en saisir en moyenne, avec la vérification, la saisie du code barre, les infonut, etc., ne peut en saisir en moyenne que 200 par semaine. Donc vous voyez combien il faudrait de personnes pour que la base de données soit toujours au top, sachant qu'à date, on a 28 000 aliments. On voit bien la difficulté, on l'a éprouvé, je pense qu'Olivier en dira un mot tout à l'heure, pour alimenter les bases. Et donc je crois que la première des choses, c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que
multiplier les saisies, multiplier les risques d'erreur, multiplier les obligations de vérification, etc. C'est un énorme gaspillage, alors qu'il y a tellement d'énergie qui est prête à s'investir pour développer des utilisations intéressantes de ces données. Alors dans ces utilisations, donc on a, vous aviez démarré plutôt sur les restrictions alimentaires, si j'ai bien compris, c'est ça, hein? Au départ, oui. Ouais, au départ. Donc expliquez-nous un petit peu. Pour faire le tour des difficultés du métier, en effet, la data à l'heure actuelle, c'est probablement ce qui est le plus compliqué. Nous, en plus, on s'est ajouté une contrainte parce qu'on aime bien ça, c'est que comme on fait de la reconnaissance visuelle d'emballage, il faut qu'on ait une image à jour, et c'est encore plus compliqué parce que pour le coup, des bases comme OpenFoodFact, qu'on remercie tous les jours, n'ont pas forcément toujours une image sur certains produits. C'est de moins en moins le cas, mais au départ, on avait vraiment des problèmes là-dessus. Donc très rapidement, nous, on s'est orienté vers une approche tripartite, c'est-à-dire qu'on avait l'ambition d'utiliser toutes les sources de données existantes, c'est-à-dire nos utilisateurs en crowdsourcing pour ajouter des produits, OpenFoodFact pour la grande majorité des produits, et très vite, en fait, on est rentré dans le circuit où on allait voir directement les fabricants en leur disant, écoutez, on est sur un sujet où on a besoin d'un visuel à jour, on a besoin des informations à jour, des allergènes et des ingrédients qui changent, donc on ne peut pas se permettre d'avoir une data qui n'est pas mise à jour tous les soirs. Et c'est comme ça que nous, on est arrivé en fait sur la seconde étape dont je parle aujourd'hui, c'est toutes ces informations de traçabilité et de transparence qui sont en fait très rapidement rentrées dans les discussions avec les fabricants. C'est qu'au-delà de répliquer des informations existantes sur l'emballage, on est, grâce notamment à notre réalité augmentée, capable de dépasser un peu les limites physiques de l'emballage et de commencer à apporter beaucoup plus de détails et de le montrer d'une autre manière sur vraiment toute la chaîne de valeur du produit. Vraiment comment il a été fait, est-ce que le producteur, est-ce qu'on peut voir sa tête, est-ce qu'on peut voir si il peut se rémunérer assez pour partir en vacances, est-ce que le bien-être animal est respecté. En fait, on a la chance d'être vraiment en tampon entre d'un côté les industriels et de l'autre côté les utilisateurs. Et autant quand on est dans des réunions plus B2B, on va entendre la blockchain, on va entendre le fait de pouvoir avoir un produit où on sait s'il a été mis dans un frigo, atteint le température. Mais en fait, dès qu'on est avec les gens, on va entendre glyphosate, on va entendre type d'abattage, on va entendre que les thèmes en fait qui sont des thèmes sociétaux sur lesquels il n'y a pas beaucoup de réponses, mais qui en fait sont vraiment les seuls sujets qui reviennent régulièrement et qui font qu'en effet quand on n'en parle pas, il y a un doute, il y a une suspicion qui arrive. Donc on s'est dit il faut constituer cette base qui n'existe pas à l'heure actuelle, en tout cas pas de manière centralisée. Vous pourrez avoir des informations disparates sur le site des fabricants, mais il n'y a rien à l'heure actuelle qui identifie vraiment comment sont faits les produits. Donc ça veut dire que vous tracez les ingrédients qui sont dans les... On va remonter tout en haut de la chaîne de valeur, donc c'est pour ça qu'on va directement voir les fabricants. On leur dit, écoutez, vous avez cette information, c'est un peu compliqué à mettre en place, c'est des process, mais faisons en sorte de pouvoir travailler dans l'intérêt du consommateur pour essayer déjà de récupérer cette info et surtout de la traduire de manière lisible, parce que c'est très compliqué. Si vous avez vu la blockchain du poulet Carrefour, vous avez beaucoup d'informations, c'est à peu près bien mis en page, mais c'est trop dense, quoi. C'est qu'à la fin, ce qu'on veut savoir, c'est quelle est la valeur qu'apporte Carrefour, quels sont ses engagements réels pour les consommateurs. D'accord. Merci beaucoup parce que ça c'est très important. On s'était demandé si on allait parler de traçabilité. On s'est dit bon déjà on a la mise en place du catalogue, les informations réglementaires, c'est déjà beaucoup. Ce serait la première étape. Mais vous voyez qu'il va pas falloir traîner quoi. C'est-à-dire que tout de suite, et comme c'est des questions que tout le monde se pose, comme c'est des choses qui sont attendues, je pense que c'est des problèmes qu'il va falloir prendre à bras le corps immédiatement. Vous avez commencé de le faire. C'est une bonne nouvelle. On a pris un peu d'avance. Ouais. C'est une bonne nouvelle. Alors on va se tourner vers vos voisins, là, Pierre Killy, donc Qualito. Vous aussi, c'était un peu sur les restrictions alimentaires ou pas au début? Ou c'est multicritères sur les choix des consommateurs? Nous, on a démarré vraiment en partant d'un constat qui était assez simple, c'est que quand on fait nos courses, on passe beaucoup de temps dans le rayon à vérifier la composition des produits pour savoir s'il y a des choses que je peux ou que je ne veux pas manger, que ce soit pour des questions... éthique ou de santé, pour des allergies, ou voilà. Donc on passait vraiment beaucoup de temps à faire ça, à titre personnel. Donc on a décidé qu'il fallait trouver une solution pour pouvoir dépasser et gagner du temps en magasin. Et c'est comme ça qu'on a créé Qualito. Après, donc, la première chose qu'on a recherché, évidemment, c'est une base de données de produits et d'ingrédients qui existait déjà, OpenFoodFact existait déjà, mais n'était évidemment pas parfaitement complet. Nous, on a un process ensuite de travail sur les données
qui rend les choses un peu plus compliquées, ce qui fait qu'aujourd'hui on crée nous-mêmes notre propre base de données aussi. Encore une fois, on duplique les données, ce qui est très dommage. Mais effectivement, on répond aujourd'hui à des vraies questions sur est-ce que je peux manger ce produit ou est-ce qu'il correspond à mes critères, et que ce soit sur l'huile de palme, que ce soit par rapport manger local, que ce soit. Donc ça, c'est des vrais questionnements que les gens ont aujourd'hui et auxquels il faut répondre. Et nous, start-up, on essaye d'y répondre comme on peut. Effectivement, on passe beaucoup de temps à récupérer ces informations et les bases de données qui quelque part nous empêchent de faire notre vrai métier. Mais c'est pour ça qu'effectivement, une initiative comme la création d'une base de données centralisée, vérifiée, qui pourrait contenir effectivement les données du packaging, mais même aller plus loin, ça a énormément de valeur pour nous. Oui, ça on a bien compris, et je pense qu'il faut insister là-dessus encore et encore. Deux choses, des précisions. Vous dites que vous traitez la donnée initiale, c'est-à-dire qu'il y a des données qui sont fournies par le fabricant ou que vous récupérez en crowdsourcing, et ensuite vous la traitez par rapport aux critères de choix des consommateurs. Est-ce que vous ajoutez quelque chose aux données, ou est-ce que... Alors, nous, on commence en fait par un traitement linguistique pour rendre, parce que la donnée, quand on la récupère, c'est du texte simple. Donc, on commence par faire un traitement dessus pour la rendre intelligible par des ordinateurs, des programmes. Et à partir de ça, effectivement, ensuite, on a des algorithmes de matching ou d'inclusion, d'exclusion en fonction des régimes qui sont choisis par le utilisateur. Alors, et les critères, alors ça aussi c'est un point important, parce qu'il y a des applications, il y a Yuka en particulier qui nous manque cet après-midi, mais il ne pouvait pas se rendre disponible pour venir, ou si j'ai bien compris, on a une notation, soit une notation, soit des critères de classement des produits qui correspondent à une certaine pondération des critères qu'on peut, 60% de nutrition, 30% d'environnement, 10% de ceci ou de cela. Et vous dites plutôt critères qui correspondent aux consommateurs. Ça veut dire que vous n'êtes pas un système de classement, mais vous laissez les consommateurs dire quels sont les critères importants pour eux, et ensuite le classement se fait, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, on n'attribue pas de notes aux produits. Par exemple, si vous installez Qualito demain et que vous sélectionnez aucun régime, tous les produits vont être verts. Donc on exclut, on n'a aucun a priori sur aucun produit. Par contre, si vous dites que vous mangez végétarien et que vous prenez un produit qui contient, voilà, il va apparaître en rouge. Donc on a un système qui nous permet d'être totalement impartial d'abord, ce qui nous permet justement de travailler de pouvoir travailler avec les distributeurs, de pouvoir travailler avec les marques, puisqu'on est par essence impartial. Et effectivement, c'est complètement adapté aux besoins du consommateur. Oui, c'est ça. Et en plus, vous remontez une information hyper importante sur les critères de chaque consommateur, quoi. Oui, tout à fait. Ok, j'ai bien compris. Ok. Alors, on continue avec les courses, là, peut-être, avec ScanUp. Là, Non, mais je pense que le mot d'ordre qui n'a pas encore été cité, mais c'est le mot transparence dans l'alimentation. Aujourd'hui, effectivement, ce que tu disais, c'est exactement ça. C'est que aujourd'hui, les consommateurs, je pense, ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur dise tout et qu'on ne leur mente pas. Et ils veulent pouvoir faire leur propre choix. Là où je te rejoins tout à fait. Et donc pour en venir sur la base, effectivement, on a tous eu le même point de départ et le même point d'arrivée. On est parti d'Open Food Facts. Parce que c'était la seule donnée qui était de masse et complète, en tout cas sur certains produits, notamment sur l'alimentaire, effectivement. Et ensuite, on est tous venus agréger nos propres méthodes et nos propres sources. Donc effectivement, ça peut être soit du crowdsourcing pour côté consommateur. Aujourd'hui, effectivement, ScanUp, on travaille principalement donc, avec les marques de l'industrie alimentaire. Et nous, on a fait le choix que ce soit elles directement qui nous remontent les informations essentielles pour les consos. Donc on a voulu maîtriser véritablement cette partie qualification de la donnée et qu'elle provienne directement des marques elles-mêmes, donc de l'origine du produit, pour que ça soit visible auprès du consommateur. Merci.
C'est très important parce que surtout on voit bien que finalement vous avez fait exactement le chemin qui est en train de se faire. C'est-à-dire qu'on part d'une collecte volontaire d'informations, les gens disent bah tiens je veux savoir, je vais changer l'information avec mes voisins, je laisse cette information, elle est là, elle est publique, je la prends, je la mets dans une base, on partage. Et puis ensuite progressivement, on voit bien que ça devient plus compliqué, plus technique, il y a plus d'informations, il faut que ce soit à jour. Et donc forcément on se tourne vers les producteurs. Il n'y a pas le choix de toute façon. Enfin il me semble que l'évolution des choses est toute tracée. Et tout ce que vous dites là nous conforte bien dans l'idée de départ, quoi. Donc là, on est du côté des choix des consommateurs, clairement. Mais on va voir peut-être maintenant un autre aspect qui est aussi très important, c'est les gains de connaissances qu'on peut avoir. Stéphane les a indiqués au début, le genre des études épidémiologiques qu'on peut faire avec ces données, ou des études sur l'offre des fabricants et comment elle évolue, ou des études sur la durabilité de l'alimentation. Peut-être je me tourne vers Olivier là pour que tu nous dises un peu à l'INRA qu'est-ce que vous faites avec ces données et en quoi le développement de ce catalogue de référence, de ce métacatalogue des aliments pourrait aider la recherche et faire avancer un peu nos connaissances. Oui, alors 2 éléments. Le catalogue facilitera le travail dans le sens où nous, à Locali, on a le suivi. On a une mission, à savoir, c'est un partenariat entre l'ANSES et l'INRA, et la mission de ce dispositif, c'est de suivre la qualité alimentaire des produits. Voilà, c'est 3 tutelles, ministère de l'économie, ministère de l'agriculture et ministère de la santé. Donc on a ces informations pour bon nombre de secteurs, on a des photos, on ne suit pas dans le temps. On ne suit pas dans le temps, je dirais dans le temps quotidien, mais on suit sur des photos, sur des laps de temps à intervalles de 4 ans. Donc c'est vrai que c'est le gros du travail, c'est la collecte des données. Et c'est vrai que si cette plateforme venait à voir le jour, ça nous permettrait de nous centraliser, focaliser notre effort sur les études sectorielles et transversales. Donc, comment on utilise ces données au jour d'aujourd'hui? Dans un premier temps, ça nous permet de suivre la qualité nutritionnelle. Donc, ce qui est un peu dit, on sait comment évolue un produit, comment évolue un secteur dans différents indicateurs, par exemple en termes de sucre, en termes de calories, en termes de gras. Par exemple, on peut voir les évolutions en termes d'utilisation d'huile de palme. On voit comment elle a évolué. Maintenant, c'est assez difficile de trouver des chips à l'huile de palme. Avec de l'huile de palme, c'est quasiment impossible, alors que dans 2010, c'était encore possible. C'est-à-dire depuis 2012, c'est quasiment impossible de trouver des chips à l'huile de palme. Elles sont toutes à l'huile de tournesol. Comment ça s'est créé, comment on a réussi à faire ça. Donc on est capable d'analyser ces évolutions et de comprendre ces évolutions et de comprendre les leviers de ces évolutions. Donc ça, c'est tout notre objectif. Donc comment on fait concrètement? On essaye de mettre en place une politique et on regarde quels sont les effets de cette politique. Cette politique, elle peut avoir un effet, une politique au niveau de la demande. Donc par exemple, une politique sur les prix de subvention. Donc le meilleur exemple, c'est celui de la taxation, ou des politiques au niveau nutritionnel. Et donc on regarde évidemment l'effet direct, on mesure l'effet direct sur la demande. Donc comment varie le panier du consommateur? Est-ce qu'il achète des produits moins gras? Est-ce que la qualité nutritionnelle de ses achats et son alimentation s'améliore? Donc ça c'est le premier point, mais c'est pas le point essentiel. C'est un point important, mais l'autre point, c'est comment va réagir l'entreprise à ces politiques de demande. Si vous faites une taxation, il y a forte chance que l'industrie réagisse. C'est ce qu'on a pu observer chez Coca-Cola ou d'autres firmes. Donc nous, notre objet, c'est de voir, quand on met en place cette politique, quel est l'effet sur l'industriel. Comment il va réagir en termes de prix, ou aussi en termes de stratégie de reformulation des produits. Concrètement, ça a été dit, si le Nutri-Score se met en place, donc il y a l'expérimentation, on ne nous a pas donné les moyens de pouvoir évaluer l'impact sur l'offre, quel était l'impact du Nutri-Score sur les prix ou sur la qualité nutritionnelle, sur la reformulation. À terme, on sera capable avec ces données. Dans le sens où on est capable de suivre l'évolution de la composition nutritionnelle de ces produits. Et aussi les ingrédients dans ces produits. Et on suit les prix aussi. Donc vous voyez, il y a ce pendant, et ensuite il y a le deuxième pendant sur des politiques qui sont purement de l'offre,
qui sont purement de l'offre. Donc les meilleurs exemples, c'est celui des engagements. Donc une entreprise s'engage, on va suivre ces engagements. Et on va pouvoir voir dans quelle mesure un engagement qui est pris au niveau d'une entreprise peut aussi se répercuter sur d'autres entreprises. Donc c'est aussi essentiel, c'est cet effet de cascade qui est intéressant. Et aussi de le voir par rapport au prix, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du consommateur, mais le consommateur, il a des attentes, des objectifs et des contraintes. Et dans ces contraintes, c'est le budget souvent. Et donc le prix, c'est une valeur, c'est une partie importante dans la décision, et ça le restera, et cette composante est plus ou moins forte selon la catégorie socio-professionnelle, évidemment. Vous voyez, au niveau de la recherche, ces données d'offres, elles sont essentielles parce qu'elles nous permettent de caractériser cette offre et de la mettre en interaction avec des choix des consommateurs qu'on observe, et aussi de voir quelles sont les stratégies mises en place par les industriels en termes de reformulation, en termes de prix. Voilà. Merci Olivier. Je vais me tourner vers Thomas, je vais te donner le micro comme ça. Là aussi, l'idée c'est que des organismes à but non lucratif et des organismes d'intérêt général comme le Fonds mondial pour l'environnement, pour la nature, peuvent alimenter leurs travaux avec des données de ce type-là. Et donc, je crois que tu as un peu d'expérience sur ce genre de choses. Et est-ce que tu peux nous dire un peu ce que toi ou d'autres qui font les mêmes genres de choses attendaient de ce type d'ouverture des données? Bon, et déjà, le travail dont parle Pierre Combry, c'est un travail qui a été réalisé dans le cadre des États généraux pour l'alimentation. Et ce travail, il avait pour ambition de répondre à une certaine question. C'est d'ailleurs, je rebondis sur ce qui a été dit juste avant, c'est sur le prix. Est-ce qu'il est possible, en fait, de répondre à une alimentation durable sans payer plus cher, et notamment sans payer plus cher que l'assiette moyenne que vous consommez tous maintenant. Donc le travail s'est articulé en 2 temps. Donc dans un premier temps, l'idée c'était de déjà définir qu'est-ce que la durabilité de l'alimentation, qu'est-ce qu'une alimentation durable. Aujourd'hui, plusieurs personnes ont travaillé là-dessus, dont l'INRA. Ça s'organise autour de souvent 3 critères, c'est le coût, la qualité nutritionnelle et aujourd'hui l'empreinte carbone. On parle beaucoup du changement climatique. Donc il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées. Et le point de départ, qui est très intéressant, et c'est des travaux qui ont été menés notamment par l'ANSES, c'est les études individuelles de consommation alimentaire, les fameuses études 1K. Études 1K qui ont commencé dans les années 90, fin des années 90, puis ensuite 2006, 1K2, puis aujourd'hui 1K3. 1K3 est sorti en 2017, donc ça nous a permis un petit peu d'avoir une photographie de la consommation alimentaire moyenne d'un Français. C'est-à-dire ce que chacun d'entre vous mangez, c'est-à-dire ce que vous avez dans une assiette moyenne. Donc on est parti de cette assiette et déjà on l'a définie. Donc on a utilisé le Nutri-Score pour définir la qualité nutritionnelle, le fameux score A, B, C, D, E, avec sa palette de couleurs, sa palette quinticolore. Ensuite on a évalué l'empreinte carbone. Donc là on part sur des bases de données de type Foodgest, Agribalise. Je ne sais pas si vous voyez, c'est des bases de données qui sont rendues qui sont même rendues publiques par l'ADEME. Et ces bases-là nous ont permis en fait de calculer l'empreinte carbone de l'alimentation française moyenne. Et puis enfin le coût. Donc là il y avait plusieurs théories et ce qui était le plus simple finalement c'était de prendre le coût des produits alimentaires dans des supermarchés, dont des coûts dans les GMS et pas de produits discount ni de produits de marque, mais plutôt de la MDD. Et donc à partir de là, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une certaine émission carbone dans cette assiette qui représente la consommation moyenne d'un Français. À partir de là, on a essayé de voir à quel moment, en tout cas, selon les catégories d'aliments qui sont retranscrits dans cette assiette moyenne, qu'est-ce qu'on peut faire varier. Et là, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a un facteur majeur, c'est les produits carnés. Donc les produits carnés, et notamment la viande bovine, c'est ça qui, en fait, représente la majeure partie des émissions carbone de l'alimentation française, et notamment par le phénomène d'éructation, donc par émission de méthane, etc. Puis après, il y a aussi les émissions de protoxyde d'azote par fertilisation azotée, mais l'alimentation animale, en tout cas, c'est vraiment le secteur qui émet énormément. Donc c'est ce qu'on a fait varier, et donc ensuite, on a essayé de aboutir à une alimentation qu'on appelle flexitarienne, c'est-à-dire avec moins de protéines animales au profit des protéines végétales. Et c'est là, en fait, on s'est rendu compte qu'il était possible de réduire de 40% les émissions carbone de son alimentation, de réduire de 20% le coût de son alimentation, 21%, et puis d'arriver sur un Nutri-Score score A. Et donc, à partir de là, en fait, on répond toujours pas à la question vraiment du prix, et c'est là, en fait, la deuxième partie, c'était de voir, vu qu'on paye moins cher
pour manger mieux, puisque c'est des produits carnés qui coûtent souvent très cher. À quel moment est-ce qu'on peut ramener encore de la qualité? Et c'est là où arrive la question des certifications environnementales. Donc là, on s'est basé sur les SICO, les signes d'identification de la qualité de l'origine. Donc là, on a pris le label rouge, on a pris le bio, donc le label AB et le label MSC pour le poisson. Bon, le 90% en tout cas, c'était surtout du bio. Et là, on a vu qu'en fait, on pourrait revenir à ISOCOût, c'est-à-dire au coût que chacun dépense aujourd'hui pour une alimentation. Et on pouvait revenir à ISOCOût en mettant 50% de produits certifiés. Et donc c'est là où on a pu en fait répondre à cette demande. Donc nous, on n'est pas arrivé à 100% de produits certifiés, 100% de bio, etc. Non, on arrive à 50%. Et à partir de là, en fait, on a pu voir en fait ce qu'était une alimentation plus durable. Et cette assiette dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les études 1K, on l'a transposée à une famille moyenne, c'est-à-dire un ménage de 2 adultes, 2 enfants, sur une semaine, donc lissé sur une semaine. Et à partir de là, en fait, on a pu vraiment évaluer en fait la qualité d'un panier hebdomadaire d'une famille française moyenne. Donc voilà, donc cette étude en fait elle avait vraiment pour objectif de répondre à ça. Et puis ensuite pour terminer, je devance peut-être des questions, par exemple, est-ce que finalement le coût, la qualité nutritionnelle et l'empreinte carbone, est-ce que c'est ça qui résume la durabilité de l'alimentation? Certainement non. Il y a le volet sociaux, technico-économique, rémunération des agriculteurs, etc. Mais en tout cas, de pouvoir en tout cas travailler sur ces indicateurs, ça permet de voir aujourd'hui qu'il y a quand même un travail qui est fait notamment par la recherche, par l'INRA, par l'ADEME, etc., qui alimente des bases de données avec des fameuses analyses de cycle de vie, qui nous permettent vraiment de pouvoir retranscrire en tout cas cette durabilité. Et ça, c'est déjà un très bon point de départ. Maintenant, aujourd'hui, on travaille sur d'autres critères, l'eutrophisation, l'utilisation de pesticides, etc. Mais bon, c'est assez compliqué puisque les bases de données ont vocation à évoluer dans les prochaines années. Et c'est ça, c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui. Et pour terminer sur le phénomène de pondération, c'est-à-dire est-ce qu'il est possible aujourd'hui de mettre une note moyenne sur des aliments? C'est une question qui est très complexe. Nous, aujourd'hui, au WWF, on n'a pas répondu encore à cette question, mais ce qui est intéressant, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un consommateur a devant lui, d'une manière simplifiée, comme une Nutri-Score, qui retranscrit de manière intelligible pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, qu'est-ce que c'est que des macronutriments, des micronutriments, des oligo-éléments, etc. Si je parle de la qualité nutritionnelle, au moins Nutri-Score a la qualité de montrer sous forme de couleur une qualité en tout cas nutritionnelle. Et ça, c'est déjà un premier pas. Si ensuite on est capable de le faire pour d'autres indicateurs, ça permettra ensuite aux consommateurs de choisir. Et c'est ça, je pense, qui est intéressant aujourd'hui, c'est de ne pas rentrer dans les carcans. Par exemple, nous, on ne prône pas le végétarisme. On est aussi pour une consommation carnée, qui soit bien sûr beaucoup plus faible qu'aujourd'hui, mais on convient en tout cas et on est pour en tout cas ce type d'alimentation, ce qui n'exclut pas aussi des régimes végétariens qui sont aussi très bien sous certains aspects, si elles sont bien menées à l'échelle individuelle. Mais en tout cas, cette transparence, et je rebondis sur les voisins qui en ont parlé, je pense que c'est la chose fondamentale et que même si on parle de pondération à la fin, il faudra vraiment aussi cette transparence à ce niveau-là. Oui, merci. C'est très important ce dernier point. Je pense que ça peut être. Il y a quelques travaux de recherche qui commencent à être faits là-dessus un peu partout pour à la fois avoir d'abord l'information de base sur les produits, ensuite les connaissances scientifiques sur les conséquences des méthodes de fabrication, etc., sur l'environnement ou sur la santé, etc., et ensuite de pouvoir avoir des systèmes de choix qui permettent de voir quand on agit sur les critères, quelles conséquences ça a en retour et quel impact ça peut avoir aussi sur le coût des aliments, par exemple. Parce qu'on peut avoir des demandes qui sont... on a envie de tout avoir, évidemment, comme toujours. Et en fait, dans la vie, comme on sait tous, on est obligé de faire des compromis sans arrêt. Et donc là, ça rend les compromis plus transparents, plus explicites. Et donc, on comprend les conséquences des choix qu'on fait, et du coup, les choix peuvent être moins des choix un peu des coups de tête ou des choix spontanés sur juste un critère comme ça, mais sur une chaîne de conséquences, et je pense que c'est effectivement intéressant. Enfin, en tout cas, c'est un sujet là qu'on ne va pas creuser beaucoup aujourd'hui, mais toutes les applications, enfin, on voit bien là toutes les préoccupations qui sont présentes autour de la table, qui n'existent toujours pas, vont dans le même sens, c'est-à-dire qu'il faut mieux comprendre ce qu'on fait, mieux comprendre les conséquences que ça a sur l'environnement et sur nous, et on a besoin d'outils pour ça, et ces bases de données sont le point de départ de ces outils. Alors pour finir, tout ça c'est fait pour les consommateurs. Et Dieu merci, on a avec nous un représentant des consommateurs.
Et non, plaisanterie à part, je pense que c'est important puisque vous suivez différents groupes du Conseil national de l'alimentation où il est question de commerce électronique, d'information du consommateur, etc. Et vous avez participé donc à tous ces débats. Et c'est important d'avoir ce retour, cette vision, c'est-à-dire de voir comment aujourd'hui, vu du côté du consommateur, c'est quand même ça l'objectif pour nous d'améliorer les choses de ce côté-là et cette capacité à choisir comment vous voyez les choses. Donc. D'abord, vous m'entendez là? Non, il faut mettre très près le micro. Là, ça va peut-être mieux. Oui, d'abord, ce matin, je n'ai pas osé poser une question qui fâche. C'est que on parle de confiance du consommateur qui a été perdue. Et la première des questions de savoir, c'est pourquoi elle a été perdue. Parce que si on reprend au départ, on aurait peut-être simplement à revoir cette question qui nous éviterait d'avoir à faire toutes ces données, ces banques de données, pourquoi pas. Mais on ne cherche pas la cause, on cherche le remède, mais encore une fois, on ne cherche pas la cause, c'est le problème médical actuel. Alors, l'avantage quand même que les consommateurs que je représente auraient à cette banque de données qu'ils ne pourront pas atteindre, parce que d'abord il faut attendre quelques années, mais ça permettrait peut-être de freiner les fausses informations. Et ça, les fausses informations, elles sont aussi dangereuses parce qu'on ne sait plus quel est l'organisme qui dit la vérité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Vous avez un journal qui vous dit le sucre, oh non, le sucre c'est très bon. Mais, et puis d'autres qui disent le sucre, surtout pas. Alors après, il est vrai que le consommateur de base, que vous êtes tous d'ailleurs et que je suis, et qui n'ont pas les compétences des gens qui m'entourent, ils se posent des questions à savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Et puis après, on va avoir les additifs. Alors les additifs, ça aussi c'est important, ils sont notés en général par E machin, F truc, tout ça c'est bien. Pour le consommateur, c'est presque de l'hébreu, si on peut dire. Et ça ne lui sert pas à grand-chose de savoir tout ça, sauf les initiés. Mais les consommateurs initiés, vous savez, il n'y en a quand même pas des masses dans les hypermarchés. Alors, les additifs, c'est bien. Et quelle est la conséquence du cocktail des additifs? Parce que là aussi, on va mettre un additif qu'on connaît bien, on va en mettre un deuxième qu'on connaît bien. Mais ce cocktail de tous les additifs, est-ce qu'il n'a pas aussi une incidence sur la santé? Alors ça aussi, c'est une question qui, même si elle est indiquée dans la banque de données, ne donnera pas la réponse. Et puis alors, il y a aussi le danger des achats par habitude. Alors l'achat par habitude, le consommateur ne regarde pas du tout s'il y a eu une modification ou pas de la texture. Je peux parler simplement de certains produits qui ont le même emballage, qui ont la même figuration, tout est parfait, j'ai juste le poids à l'intérieur qui a changé. Par exemple, les tablettes de chocolat qui étaient à 125 grammes, qui sont passées tout d'un coup à 100 grammes. Mais ça, le consommateur inattentif, et il y en a beaucoup, se retrouve tout d'un coup à être quand même lésé dans leur achat. Et ça, ça n'a rien à voir avec le score, mais malgré tout, c'est peut-être bon à mentionner. Alors ensuite, il y a les chartes. Chaque producteur a émis des chartes. Et puis, il y a aussi la charte du CSA, qui est formidable. Quand on la lit, on s'aperçoit que finalement, il n'y a pas grand-chose. Et la responsabilité des chartes, elles ont cet avantage de n'être absolument pas juridiques. Donc, on peut y mettre n'importe quoi. Elles ne sont pas attaquables non plus, puisqu'il n'y a aucun terme. Donc, on peut écrire toutes les chartes que l'on veut. Et personne n'est capable, à l'heure actuelle, de dire cette charte est fausse pour la bonne raison qu'elles n'ont aucun jugement. Elles sont émises par le producteur ou le distributeur. Et puis, ça suit ou ça ne suit pas. Alors, je n'en veux à personne. Hein, ne croyez pas que je suis là pour révolutionner. Hein, mais c'est simplement des constatations. Hein. Il faut savoir aussi qu'on a tendance, certains consommateurs, à abolir à peu près ou à être contre tout le monde, c'est-à-dire depuis les agriculteurs jusqu'aux producteurs, aux cultivateurs, jusqu'aux transformateurs, jusqu'à même
la distribution elle-même. La distribution, oui, elle a sûrement des torts, mais enfin, quand elle vend un produit qui est déjà industrialisé, elle ne fait qu'être un intermédiaire sans responsabilité particulière sur la qualité du produit. Donc, il y a ça aussi qui importe. Et puis, ce qui est aussi, et ça c'est l'éducation du consommateur. On n'en parle pas assez. Alors on a voulu, on demande à ce que l'éducation des consommateurs soit faite à l'école. C'est pratiquement impossible. C'est impossible quand on voit déjà qu'on ne sait pas toujours bien apprendre à lire et à écrire. Je ne vois pas comment on pourrait apprendre à manger. Et donc, partant de là, il y a l'éducation du consommateur. Cette éducation du consommateur, elle passe par beaucoup de choses. Elle passe déjà par la publicité. La publicité n'est pas faite à l'heure actuelle en termes d'aliments. La publicité n'est pas toujours faite en termes d'éducation, mais en termes de marketing. Et la grande différence entre le marketing et l'éducation, je ne vous fais pas de dessin, hein. Il n'y a pas de point de rapprochement. Voilà. Alors, on a parlé de Nutri-Score. Nutri-Score, ce serait quelque chose de bien parce que, non pas contrairement, mais en avance de toutes les applications et de tout ce qui est débattu ici, c'est déjà un renseignement immédiat. Mais je ne vois pas comment, à l'heure actuelle, un producteur pourrait se targuer ou mettre en avant un produit qui est classé rouge et D. Et ça, là aussi, il y a un problème de distribution et de distributeur, à savoir qu'est-ce qu'on vend et qu'est-ce qu'on favorise comme vente. C'est les fameuses têtes de gondole dans les magasins. Voilà en gros les soucis des consommateurs. Merci beaucoup de nous avoir fait partager vos soucis. Mais je pense que dans tout ce qu'on a vu là, il y a beaucoup d'éléments de réponse déjà, effectivement. Si les consommateurs vont, comme on l'a vu ce matin, moins dans les supermarchés et utilisent plus d'applications pour choisir les produits, précisément, ils vont échapper à certains messages de marketing, sauf que, évidemment, le marketing va s'adapter avec ses propres applications, j'imagine, à un moment donné. Mais déjà, les critères de choix qui sont mis en avant, quels qu'ils soient, c'est-à-dire que vous avez raison, les consommateurs, chacun a le droit d'avoir ses critères de choix, mais au moins c'est des critères où il y a une certaine cohérence. C'est-à-dire si je m'intéresse à l'éthique de la production, je vais éliminer certains types de produits et ce sera cohérent avec ce que je pense et c'est très bien. Après, pour la nutrition, ça va être peut-être plus compliqué parce qu'effectivement, il y a des connaissances à avoir, mais là aussi, les applications peuvent aider. Alors avant de donner la parole à la salle, aux questions qui sont sûrement nombreuses, est-ce qu'il y a d'autres points que vous voulez discuter entre vous déjà, et puis ensuite on se tournera vers la salle qui peut-être a des choses à vous demander, ou des choses que vous voulez ajouter simplement, si ce n'est pas forcément des questions que vous avez à vous poser les uns aux autres. Non, tout va bien. Ah, une remarque. C'est ce dont je parlais, c'est-à-dire que le Nutri-Score, c'est une initiative. Elle est volontaire. Et donc, si elle est volontaire, c'est sûr que c'est d'abord les sociétés qui ont des produits pour lesquels la qualité nutritionnelle est meilleure qui vont la poser. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir quel est l'effet sur les autres produits. Et on peut penser, et c'est ce dont on va suivre, et donc ce catalogue pourrait le permettre, mais là, lors d'aujourd'hui, peut-être Open Food Facts aussi, parce qu'il est plus en réaction, et Locali aussi à terme, de voir comment, justement, le fait d'instaurer cette politique volontaire, comment va évoluer la qualité nutritionnelle de l'ensemble des produits. Est-ce que ça va améliorer la qualité nutritionnelle des produits? Est-ce que, au contraire, on va rester sur ce produit rouge qui n'est pas affiché rouge, mais le prix va baisser de ce produit. Et donc, on arrivera avec des inégalités. Donc, c'est important de bien voir toute l'importance, tout l'enjeu. C'est-à-dire qu'il y a une politique publique qui se fait au niveau de la demande. C'est vraiment essentiel de voir quel est l'effet de cette politique, certes sur le consommateur, mais aussi sur l'offre de produits. Voilà. Ensuite, un deuxième point, c'est-à-dire que donc c'est ces effets indirects dont je parlais. C'est vraiment essentiel. Et c'est ça qu'il faut suivre. Et là, on a des outils, nous c'est ceux d'Ocali qu'on utilise, mais d'autres acteurs pourraient utiliser Open Food Facts. À terme, c'est ce catalogue. Et où il y a l'ensemble des informations, même à la première étape.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on aura la qualité nutritionnelle des produits, on pourra suivre justement ces hypothèses, ces reformulations, ces évolutions. C'est vraiment essentiel et chacun pourra s'emparer de ces... peut-être pas, mais en tout cas, vous, en tant que développeur d'applications, vous pourrez utiliser ces données et rendre accessibles ces données, accessibles dans l'ensemble de ce que je veux dire. C'est pas que formel, mais c'est-à-dire qu'aider à rendre plus prégnant ces évolutions. Voilà. Donc ensuite, sur le deuxième point, sur un autre point, je pense que c'est aussi sur... il y avait un point important, j'ai oublié. Attendez. Vous avez parlé au niveau des consommateurs. Quelle était leur réaction par rapport à tout ce qui est environnement, tout ce qui est durable? Est-ce que c'est possible d'avoir une alimentation qui est à la fois bien pour l'environnement, moins impactante, et aussi bien pour votre santé? Et en fait, c'est ce qui a été vu dans WWF, mais ce qui a été fait aussi à l'INRA. C'est possible. C'est possible. C'est-à-dire que les recommandations nutritionnelles qui sont au jour d'aujourd'hui du PNNS peuvent à la fois jouer sur les deux tableaux. Donc c'est possible. Donc c'est plutôt assez réconfortant. C'est sûr, c'est vers des consommations moins carnées, mais pas seulement. J'avais juste une petite chose, c'est un détail, mais les personnes consomment, donc elles consomment des portions, et bien souvent dans les bases de données, on a des choses à 100 grammes. Pour des portions, quelquefois, qui peuvent être à 3 grammes, ou des portions qui peuvent être à 400 grammes. Et le conso, lui, il fait pas il voit au 100 grammes, voilà. Ça vaut tant de sucre, tant de gras ou tant de trucs, au 100 grammes, donc c'est bon ou c'est pas bon. Ben non, t'en manges que 3 grammes, alors tu peux y aller, mais l'autre, t'en manges 400, donc multiplie. Et ça, si c'est ouvert au grand public, c'est vraiment extrêmement important, je trouve. Ouais, juste une remarque par rapport à ça. En effet, c'est vrai, lorsqu'on a des produits, on consomme par portion. Mais si chaque entreprise ou chaque personne donne une qualité nutritionnelle par portion, c'est-à-dire une qui va donner 3 grammes, l'autre des chocolats pour 30 grammes, l'autre 100 grammes, l'autre 200 grammes, je ne vois pas, moi, où sera la visibilité dans tout ça. Je ne vois pas où sera la clarté pour le consommateur. Et si on veut avoir des produits comparables, il faut des choses comparables. Donc si on parle de choses massiques, c'est-à-dire de l'ordre du grammage, on va comparer la même chose. Si on est sur 100 grammes, pour tous les produits, ce sera la même chose. Si on parle par portion, on pourrait changer tout pour 45 grammes, si c'est le cas, ou tout pour 3 grammes. Mais si on commence à diverger, et c'est l'une des tribunes qui avait été aussi réalisée par l'équipe qui a conçu notamment le Nutri-Score, et c'est assez intéressant puisque de plus en plus d'entreprises justement veulent justement mettre sur l'emballage par portion. Je pense que ce serait intéressant que chacun puisse un petit peu regarder et lire justement ces débats. Moi, à titre personnel, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Et sur le débat du carnet, en effet, ce n'est pas du tout la seule chose. Il ne faut pas aller seulement vers vers une consommation moindre de protéines animales. Il faut aussi regarder ce qu'il y a dans les protéines végétales. Et les protéines végétales, ce n'est pas seulement les fruits et légumes. Si on regarde la densité nutritionnelle, elle est très élevée, mais si on regarde la densité énergétique, c'est-à-dire pour 100 kilocalories, c'est très faible. Donc il faut ensuite d'autres aliments. Il y a des aliments qu'on appelle des légumineuses, qui sont les légumes secs qu'on peut consommer, qui sont très peu consommés aujourd'hui en France, puisqu'il y a très peu de valorisation. On a le coco de Paimpol, on a le flageolet, on a la lentille du Puy, la lentille du Berry, etc. Et ces aliments-là, aujourd'hui, sont très peu consommés, et je pense qu'il y a une vraie chose à faire aujourd'hui, c'est-à-dire de se recentrer vers ce type de consommation, et de comprendre aussi qu'est-ce qu'une protéine végétale, et comment harmoniser ça dans son plat. Et ces légumes-là, c'est une des clés majeures aujourd'hui, pour arriver vers, ou tendre vers une alimentation qu'on appelle plus durable. Ça rejoint exactement le point qui vient d'être évoqué, c'est qu'effectivement il faut apporter une clarté, une lisibilité aux consommateurs, et je comprends tout à fait ce que vous nous dites, mais je ne suis pas certain que ce soit forcément la solution, parce qu'effectivement on va perdre, un industriel va mettre 30 grammes, puis l'autre... Oui. Alors pourquoi pas les deux, effectivement, ouais. Oui, c'est-à-dire, oui, c'est... La taille des portions peut être standardisée par secteur, par catégorie. Il y a beaucoup de secteurs alimentaires qui y travaillent. Tout à fait.
Non, mais effectivement, je parlais des deux. Et pour rebondir sur vos légumineuses, c'est pas gagné. Je vais pas vous expliquer notre programme, mais c'est ce qu'on a mis au top. Et très voilà. bien. Merci. Donc on va manger des lentilles vertes du puits. Est-ce que avant que je passe alors une dernière remarque d'Olivier, oui, et puis après je passe la parole à la salle qui trépigne. Oui, je vous ai vu au fond. Vous. 1, 2, 3. Un point important sur les portions. Je Ouais. sais que c'est un point très sensible. Très sensible. Je vais essayer d'être prudent. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien. On peut standardiser. C'est facile. Par contre, les portions recommandées, on n'a rien. On ne sait pas ce qu'il faut recommander. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle est. C'est-à-dire que. Je sais que c'est un sujet sensible, mais au niveau de la recherche, peut-être plus nuancé, il n'y a pas grand-chose sur les portions recommandées. C'est-à-dire l'impact sur la santé. Okay. Voilà. C'est un sujet très important, comme les sensibilités au sucre, au gras des individus. Vous pouvez manger du sucre sans pour autant grossir. Il y a des personnes, par contre, manger les mêmes quantités de sucre, ils vont grossir. Par contre, ils vont manger autant de gras, ils ne vont pas grossir. Il y a des sensibilités au gras, au sucre, qui sont très différentes. Et je pense que c'est important. Et là, cette idée, on travaille beaucoup à l'INRA là-dessus, sur la personnalisation des recommandations. C'est vraiment essentiel. Donc, et vous pouvez participer là-dedans, dans cet objet. Alors, c'est très difficile parce que vous ne pouvez pas être prescripteur. Mais au moins, comme vous faisiez, c'est vous me proposez des critères, parce que chacun sait sa sensibilité peut-être. Je sais peut-être, pas moi, si je mange du sucre, ça va, j'ai beaucoup de plaisir et en plus j'ai la chance de ne pas grossir. Voilà. Ouais. T'as de la chance, Olivier. Ouais. Par contre, ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a des recherches qui vous montrent qu'il y a des régimes plus ou moins sensibles au sucre, plus ou moins sensibles au gras. Oui. Et c'est voilà, et c'est vraiment. Mais finalement, dans toute cette discussion, que ce soit sur les portions, enfin, dans le produit, pour pouvoir comparer dans tous les produits. Ensuite, les portions qu'on utilise vraiment, où là, c'est l'individu qui, selon la façon dont il cuisine, dont il utilise, devrait pouvoir facilement recalculer, à la limite, le Nutri-Score pour le plat qu'il est en train de faire. Ça doit être possible de développer un truc comme ça. Ou autre chose, ou un indicateur nutritionnel, ou un indicateur de calories, etc. J'en sais rien. Alors, à ce propos, donc, simplement, dans tous les cas, et c'est ça que je voulais dire, c'est mon point, c'est que on voit bien que dans tous les cas, on a besoin de réaccéder tout le temps à des informations individuelles sur les produits et sur les individus, tout le temps, et d'interagir entre les deux. Et que donc le cœur de l'affaire est là, sur cette possibilité d'avoir très facilement accès à ces données et très facilement pouvoir les utiliser en fonction des contraintes et des spécificités personnelles qu'on a, qu'elles soient biologiques, financières ou éthiques ou autres. Avant de passer la parole à la salle, j'ai une question sur Internet. Il faut que je n'oublie pas les gens qui sont sur Internet, qui demandent à Olivier et à Stéphane comment vous faites pour calculer le Nutri-Score, parce qu'il n'y a pas les fibres dans la composition nutritionnelle des produits. C'est un peu technique, je m'excuse, mais je ne veux pas laisser les gens sur le banc. En effet, nous, on n'a pas ce problème, parce qu'à Ocali, nous collectons cette information. Nous collectons cette information sur les fibres. Par contre, sur le pourcentage de fruits et légumes, on est obligé de passer par la recette, par les ingrédients, pardon, excusez-moi. Mais au jour d'aujourd'hui, l'Ocali n'a pas... Non. On peut calculer le Nutri-Score à partir de la base de données Ocali parce qu'on a le pourcentage de fibres, on a la quantité de fibres, pardon, et on peut en déduire le pourcentage de fruits et légumes. Voilà. T'as une solution, Stéphane? Alors effectivement, pour calculer le Nutri-Score, il faut prendre en compte les fibres, c'est un des points positifs. Ouais. Nous, ce qu'on fait, c'est que quand on a les fibres, on le prend en compte, bien sûr. Quand on n'a pas les fibres, on ne les prend pas en compte. Et en dessous du Nutri-Score, on met attention, on ne connaît pas le pourcentage de fibres. Ce qu'on a vu, par contre, c'est que il y a très peu de cas où si on enlève les fibres et on les met à zéro, ça fait basculer d'une note. Il faut vraiment être à la limite. Donc, c'est un bon test. Ouais. Et par contre, évidemment, c'est pour ça qu'on encourage tous les producteurs, tous les distributeurs, etc.,
à nous donner ces informations pour qu'on puisse prendre en compte les fibres. Plus vous nous donnez d'informations, plus vous aurez un meilleur Nutri-Score sur Open Food Facts. D'accord, merci. Alors, la salle, je commence. Oui, j'ai là, Eric. Merci pour toutes vos infos. Alors moi, j'ai une question à vous poser à chacun d'entre vous. Comment faisiez-vous avant 2012, vous avez commencé? Comment faites-vous vos courses, vous? Chacun personnellement? En 3 mots? Comment? J'y passais beaucoup de temps. Et maintenant? Tout simplement, j'ai gagné beaucoup de temps pendant mes courses parce que quand j'ai envie d'acheter un produit, je scanne son code barre et j'ai plus besoin de scanner, de chercher où se trouve la composition, de réussir à la lire, parce qu'en plus c'est souvent écrit tout petit ou dans un repli. Donc voilà, j'ai gagné beaucoup de temps dans mes courses. Avant, j'y passais vraiment beaucoup de temps. Alors comment pensez-vous que les plus anciens faisaient leurs courses assez vite, sans avoir tout ça, et ont vécu assez vieux? Expliquez-moi. Alors, je pense que depuis 50 ans, les produits, la composition des produits alimentaires qu'on achète dans les magasins a beaucoup changé et que d'ailleurs depuis, on en parlait tout à l'heure, il y a un vrai problème de confiance. S'il y a eu une perte de confiance quelque part, c'est aussi à un moment donné qu'il y a eu une trahison de cette confiance d'une certaine façon. Alors, il y a aussi le fait qu'il y a énormément plus de produits aujourd'hui qu'avant. Et vous avez une imagination sans limite. Moi, qui sont les mêmes, ou presque. Alors, effectivement, moi, j'ai commencé Open Food Facts en 2012. Je pensais qu'au bout d'un moment, la base, on allait atteindre un plateau de produits, qu'on arrivait à, je sais pas, à 100 000 produits. Bah voilà, ça fait tous les produits qu'il y a dans un supermarché. Puis après, tous les ans, on en met 10% en plus et c'est bon. Et finalement, quand on regarde la courbe d'Open Food Facts, c'est exactement l'inverse. Rien que pour la France, aujourd'hui, on est à plus de 300 000 produits. Et la courbe, elle est comme ça. Elle est exponentielle. Il n'y a aucun plateau qui arrive. Et c'est pour ça, justement, qu'on a du mal à continuer avec la collecte citoyenne et qu'on a besoin de vous pour nous donner les données. C'est parce que vous avez trop d'imagination. Vous allez trop vite pour créer des produits. Et effectivement, pour les consommateurs, c'est un problème. Parce que, comme vous disiez, les produits changent. On ne s'en rend pas forcément compte, etc. Donc, vous avez créé le problème, mais heureusement, vous allez nous donner la solution. Vous, les producteurs, je voulais dire. Voilà, pas les citoyens. Mais c'est une question de faire rouler le commerce. Je conçois, mais il faut arrêter de dire que c'est le citoyen qui demande. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. C'est éventuellement lui qui achète, quoi. C'est ça le problème. J'ai une question, à moins que c'est une remarque sur le même point. Oui, pardon. Juste une remarque sur ce que vous venez de dire. Il y a 2 questions qui se posent. La première, c'est qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on consomme aujourd'hui. Si vous regardez l'évolution des consommations d'un Français moyen, depuis les années 50, 2000, etc. Donc vous suivez un petit peu ça. Bon, on les a via les études INCAF à 90. Très bien, vous les suivez. Donc vous avez dû remarquer que la part de consommation des produits transformés a totalement augmenté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus vers une consommation et un achat de produits bruts, donc de fruits et légumes, de racines, de tubercules, etc. On est vers des produits transformés. Ces produits transformés, comme vous le supposez, quand vous le voyez sur les étiquetages, ça nécessite des additifs. Les fameux E110, E700, etc. Mais ce n'est pas que des additifs, c'est aussi de nombreux produits à l'intérieur. Ça peut être aussi des texturants, ça peut être des conservateurs, ça peut être comme l'acide ascorbique, etc. Ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a des acteurs qui se positionnent aujourd'hui pour donner de la transparence, c'est parce qu'il y a des produits transformés aussi. Et ça, c'est une réalité. La deuxième question qui est sous-entendue dans votre propos, c'est quel est le temps passé par une personne dans un magasin. Il y a une personne qui disait d'un air amusé dans la salle, j'ai entendu, il faut faire une règle de 3. Bah moi, je vais m'amuser à faire une règle de 3 sur chacun de mes produits. Je pense que ici, les spécialistes ici du marketing et puis aussi des applications vous diront quelle est la moyenne du temps passé devant un produit, c'est de l'ordre des secondes. C'est-à-dire que si pour chaque produit, il faut prendre 1 minute, ça va être très compliqué. Et au-delà de ça, je pense aussi, parce que bon, je vous vois sourire, mais que pour faire une analyse de qualité nutritionnelle, on pourrait en débattre, même après, mais ça serait très intéressant de savoir à partir de quoi vous allez, vous positionner pour savoir quelle est
les apports journaliers recommandés en telle vitamine, qu'on n'appelle plus les AGR d'ailleurs, qui sont des valeurs nutritionnelles pour la population, etc. Sur quelle référence vous vous basez? Comment est-ce que vous allez voir si vous êtes au bon taux et au bon apport, en grammage, en microgrammage de fibres, de vitamines, d'oligo-éléments, etc. Ça, c'est une question de spécialistes. Donc, pour des consommateurs non avertis, qui ont des spécialités diverses, il faut leur donner de la lisibilité. Et je pense que c'est là, en fait, l'intérêt de ces applications. Après, elles ont peut-être des défauts. Comme le Nutri-Score, il a été évoqué par la personne qui a répondu sur Internet. Bon, on va pas partir sur un truc, mais on pourra en débattre après si vous voulez. Okay. Oui, je voudrais juste une petite remarque. On est entre personnes averties. Je ne pense pas que toute la population française passe 1 minute pour chaque produit. Et pour obtenir tout ce dont on a besoin, quelquefois il faut être spontané et avoir une alimentation équilibrée. Et puis, ça ira bien. Là, moi, je suis stressée. Merci. Alors, à nouveau, Maxime Yarouerd pour Ferme France. Alors, moi, j'ai une réaction et une question. La première réaction, c'est de dire un grand merci au FAS, à Daniel Nero, à son équipe pour avoir organisé ça. J'avoue que c'est un grand bonheur de vous avoir sur scène cet après-midi. On sait tous qu'il y a quelques années, vous n'auriez été qu'un ou deux, voire un tout seul, hein, Stéphane. Voilà, donc merci à Stéphane qui est quelque part le grand-père de ces informations open. Et ça, c'était pour la réaction, donc c'est quand même un point qui marque une époque et un basculement. Merci d'être là. Et la question qui relève plus de mon expertise en tant que biologiste de formation, j'aimerais interroger la certitude qu'on a tous autour du Nutri-Score ou des INCO sur la réalité de ce qu'il y a derrière. Un lipide n'étant pas un lipide ou un sucre n'étant pas un sucre. Olivier l'a évoqué en creux. Vous savez bien qu'aujourd'hui, on est rouge facilement si on a trop de lipides ou si on a trop de sucre. Et nous savons en tant qu'experts que selon les sucres ou selon les lipides, ça n'a pas du tout la même valeur nutritionnelle. Donc ça, c'est une vraie question et une vraie interpellation. Il n'y a pas que protéines, lipides, glucides, ou fibres. Ne faisons pas comme si on était encore dans les années 70 de la nutrition. Ça ne serait pas rendre grâce à tous les chercheurs qui s'intéressent au sujet. Et mon dernier point, c'est dans la même logique, attention à ne pas stigmatiser la viande. D'une manière générale, on a tendance à prendre sur l'étagère ce qui est vrai au niveau international, à savoir que l'élevage international, c'est souvent l'élevage intensif, qui a les conséquences négatives qui ont été évoquées ici. Attention, en France, la France est un des derniers des Mohicans sur l'élevage, à avoir encore énormément d'élevage qui se fait à l'herbe, etc., etc. Et en prenant sur l'étagère les données environnementales disponibles, qui sont bonnes pour les commodités, on risque de tuer les filières françaises de production animale. Voilà, merci. Oui, je voulais rebondir sur cette intervention pour la soutenir à fond. Je voudrais faire 2 remarques. D'une part, attention à la standardisation de l'alimentation, car vous défendez tous sûrement comme moi la biodiversité, alors ne cassez pas l'homodiversité, car les besoins de chacun sont parfaitement différents. On l'a signalé, mais ça c'est une réflexion qu'on fait souvent entre chercheurs nutritionnistes et qu'on ne fait pas lorsqu'on est épidémiologiste ou approvisionnaire de data, que par ailleurs sont tout à fait indispensables. Et deuxièmement, vous avez cité le Nutri-Score, je voudrais vous rappeler qu'il faut quand même faire très attention. Le Nutri-Score est un jugement de valeur en fonction de critères qui sont discutables. Et d'autre part, attribuer une valeur à certains ne dit pas pourquoi. Autrement dit, un aliment peut être rouge alors qu'il est parfaitement favorable pour quelqu'un. Autrement dit, moi je suis diabétique, ce qui m'intéresse c'est la teneur en sucre. C'est pas de savoir s'il est vert, orange ou rouge. Donc ça n'est pas une bonne indication. Et d'autre part, c'est sommaire, c'est primaire, c'est primitif, et ça risque de conduire, et ça, on ne s'en rend pas compte, à un mouvement de la population vers le vert.
Imaginez quelqu'un qui mange que du vert et du jaune. Bah, il sera gravement carencé. Donc il faut faire très attention, surtout à une époque où, notamment chez les jeunes, l'orthorexie se développe à grande vitesse. Donc Nutri-Score peut-être, mais n'en attendez pas. D'autant que l'expérimentation qui a été menée par le Fonds français a quand même montré, certes, une efficacité statistique, mais c'était statistique parce qu'il y avait des milliers et des milliers de données. Mais en valeur nette, l'effet était tout à fait marginal, et personne ne sait si cet effet sera rémanent dans la durée. Et tous les systèmes d'information nutritionnelle qui ont été étudiés dans le monde entier ont montré qu'on avait à court terme un petit effet, mais qu'au bout de 6 mois, plus personne ne regardait les logos en masse. Alors il y aura toujours les obsessionnels de la bouffe, bien sûr, mais pour l'ensemble de la population, je ne crois pas beaucoup que ça puisse révolutionner l'alimentation de la planète. En revanche, des bases de données fiables comme celles que vous faites sont extrêmement utiles. D'abord, on l'a vu ce matin pour les industriels, parce que ça va favoriser leur business. Ensuite, pour la recherche nutritionnelle, comme on l'a dit, car ça, c'est des bases de données qui risquent d'être d'une fiabilité considérable, ne serait-ce que pour les enquêtes alimentaires, bon, qui, vous le savez, à l'heure actuelle, sont le pont aux ânes. Enfin, on ne sait pas faire des bonnes enquêtes alimentaires. Quand on aura les produits par marque, parce que vous dites, ah ben, j'ai mangé des céréales de petit déjeuner, il peut y avoir des différences de composition de 1 à 5 ou à 10, donc ça ne signifie rien. Il faut avoir les produits des marques. Voilà, c'était quelques remarques d'un nutritionniste de terrain qui, comme tout le monde, est préoccupé par les évolutions de la pathologie d'origine nutritionnelle, mais qui est aussi soucieux de dire quelque part, madame, elle vous demandait comment on faisait ses courses avant, mais après tout, et vous êtes fasciné par l'équilibre alimentaire, mais l'équilibre alimentaire, généralement, il est, chez la plupart des individus, spontané. Vous n'avez pas besoin de règles. Il y a simplement des abus à éviter, mais ce n'est pas la même chose. Limiter un abus ou avoir une alimentation standardisée parce qu'on veut vivre plus longtemps, ce n'est pas du tout la même chose. Alors méfiez-vous de cela, parce que vous êtes tous très forts, je ne connais rien à l'informatique, vous savez, je suis de la vieille génération, mais c'est vrai que la physiologie enseigne qu'il y a une propension naturelle à assurer l'équilibre. Bien entendu, les évolutions du marché, comme vous l'avez dit à très juste titre, l'augmentation assez substantielle des aliments transformés dans l'alimentation moderne pourrait poser problème, mais pas tellement dans la composition nutritionnelle. Elle peut poser des problèmes aussi au niveau des additifs, au niveau des pesticides, tout ça. Or ça, vous allez donner dans vos bases ? Parce que, à mon avis, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important. Les données ne sont pas exclusives. Merci Bernard pour ces remarques. Ça répond à une question d'ailleurs que Florence m'avait posée par les internautes sur qu'est-ce qui se passerait si on mangeait que des produits étiquetés verts. Bien sûr, il faut voir plus large. C'est une aide, ça ne doit pas devenir un absolu. Et puis l'ouverture des données... Ouais. Je pense qu'il faudrait inviter le professeur Ekberg à une prochaine conférence du FAS pour le défendre, parce que ça sera lui qui est le mieux à même d'en parler. Excusez-moi. Mais vous avez parlé de développement de l'autorexie, etc. Alors, je n'ai pas les chiffres pour l'autorexie, mais ce qu'on voit, c'est que le surpoids et le diabète, là, pour le coup, c'est en augmentation. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On fait comme avant ? On continue à faire de la publicité pour des céréales pour petit déjeuner avec 40% de sucre à la télé, avec un joli petit animal ? Bien sûr. Ce n'est pas vrai. Bien sûr qu'elle montre l'évolution du surpoids et de l'obésité. Pauline Ducrot de Santé publique France. J'ai travaillé notamment de 2017. Donc, les évolutions sur les 10 dernières années, à la fois de... Vous avez déjà parlé assez longtemps. Les évolutions du poids chez les jeunes montrent une augmentation de la longueur.
Mais il peut y avoir les deux. Hein. Il peut y avoir à la fois augmentation de la maigreur et de l'obésité. C'est oui. Toutes les grandes enquêtes mais... datent de 2012, qu'il s'agit de ouais. convergence, qu'il s'agit Oui, oui. Oui, mais c'est la France. Au niveau mondial, c'est ouais. ça montre pas des augmentations. Alors, est-ce que quelqu'un a une connexion Internet pour faire du fact-checking et nous sortir les chiffres de l'obésité en France? Ça doit se trouver. Juste, oui, s'il vous plaît, non, on fera une autre session sur ce sujet-là. Enfin, vous voulez peut-être je peux juste intervenir rapidement sur le Nutri-Score et sur les logos nutritionnels. Parce qu'en fait... et puis après, j'aurai une dernière question par Eric Angot, et après, on va atteindre les limites de notre... Allez-y. D'accord. Donc déjà, pour répondre à l'expérimentation, il y a eu des effets qui ont été montrés sur le Nutri-Score, et ce qui a été... qu'on peut saluer au niveau des pouvoirs publics, c'est qu'ils se sont attachés à réunir tous les acteurs autour de la table pour mettre en place cette expérimentation, à la fois les industriels, les associations de consommateurs, des chercheurs, et que tout le monde a été associé à ce travail, et donc il y a eu des effets qui ont été démontrés, et c'est pour ça d'ailleurs que le Nutri-Score a été choisi et qu'un arrêté a été signé dans ce sens. Ensuite, en ce qui concerne l'utilisation, je peux finir l'utilisation des logos par les consommateurs, il y a eu très peu d'études au niveau mondial, car il y a très peu de logos finalement qui sont mis en place, et ce de façon obligatoire dans le monde. Et par contre, il y a des études qui ont montré qu'il y avait un impact sur l'offre, car là on parle beaucoup d'information du consommateur, mais Olivier Allais l'a souligné, l'objectif du Nutri-Score, c'est à la fois d'informer le consommateur, mais surtout d'avoir un effet sur l'offre alimentaire, parce que les consommateurs qui ne vont pas s'informer, et c'est ceux-là aussi qu'on veut toucher, et c'est ceux dont on veut améliorer la qualité de l'alimentation, c'est les publics les plus à risque qui ne s'informent que peu. Finalement, on veut améliorer la qualité de l'offre, et le Nutri-Score a ce potentiel, c'est que finalement, certains acteurs vont mettre le Nutri-Score, d'autres, on espère que ça va faire un effet boule de neige et vont améliorer leurs produits. Et même si les gens tiennent en compte de moins en moins de cette information, peut-être, on ne sait pas, il n'y a pas d'informations scientifiques publiées sur le sujet, ils bénéficieront quand même de ce système par le biais de l'amélioration de l'offre. Et ça bénéficiera à tout le monde. Oui. En tout cas, dans tous les cas, on a besoin... Bernard, s'il te plaît. Oui. On a, de toute façon, on a besoin de données pour vérifier tout ça. Et on est là pour ça, pour récupérer les données, pour avancer sur ces connaissances et pour en savoir plus. Eric, qui attend depuis un moment pour avoir la parole. Sur le catalogue numérique, c'est-à-dire pour moi la mise à disposition de cette information auprès d'un certain nombre d'entre vous. Merci aux participants de la table ronde, parce que vous aussi vous faites preuve de transparence en ouvrant le fait qu'aujourd'hui vous utilisez pour certains une information qui est de seconde main, en tout cas pas celle que les marques vous communiquent directement, en tout cas pas tous les jours, et que ce que moi j'ai envie d'entendre de votre part, en étant très embarqué sur ce projet de catalogue numérique, ce que j'aimerais entendre de votre part, c'est savoir si demain vous êtes prêt à vous sourcer sur ce catalogue numérique et rendre aux marques la responsabilité de cette information qui leur appartient, et leur rendre la responsabilité, y compris sur le fait d'aller chercher et d'améliorer la qualité pour que cette information soit la plus juste, la plus pertinente et les plus à jour possible, ce qui au passage va vous économiser sans doute du temps de collecte de l'information, du temps de vérification, parce que vous pourrez vous reposer sur l'information à sa source, et on a dit trusted source. Donc c'est ça que j'aimerais entendre. Alors nous, on est ravis d'entendre que vous êtes pour la transparence, etc. Et si, au contraire, c'est ce que je réclame, ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est faites un catalogue numérique vraiment ouvert pour qu'on puisse importer dans Open Food Facts directement toutes les données des producteurs et pour qu'elles soient disponibles pour tout le monde. Et on n'a même pas besoin d'attendre le catalogue numérique.
Moi, je suis prêt à discuter avec les équipes de Nestlé pour mettre tous les produits de Nestlé, les infos tous les jours, etc., pour qu'elles soient à jour, les plus complètes, les plus fiables, etc., possible. Et ça, c'est valable pour tout le monde, tous ceux d'entre vous dans cette salle et tous ceux qui ne sont pas dans la salle. Discutons-en et mettons toutes les données de Nestlé sur Open Food Facts. Et ça sera disponible sur toutes les autres applications instantanément. D'une manière générale, oui, enfin, on en a parlé plusieurs fois, ça nous faciliterait à nous, éditeurs de logiciels, la tâche énormément d'avoir une source de données unique dans laquelle on va pouvoir puiser et qui va provenir directement des fabricants. Effectivement, ça renvoie chez eux la responsabilité de la qualité des données, parce qu'aujourd'hui, nous, quelque part, que ce soit... Alors, nous, on édite notre base de données, mais Open Food Facts aussi, on a une responsabilité très importante, finalement, par rapport à ces données-là, parce qu'aujourd'hui, on donne des informations aux consommateurs sur des produits qui ne sont pas les nôtres, des produits qui sont fabriqués par les fabricants, pour lesquels on a des vraies difficultés à aller chercher les informations. Donc, oui, enfin, nous, on est prêt à piocher dedans demain. Ok, merci. Bien. Pareil. Idem. J'ajouterais à ça juste un détail qui, là, pour le coup, concerne directement Open Food Facts. Il y a vraiment une démarche Open Data. On ne va pas rentrer dans le débat de l'Open Data, mais la grande différence, c'est que nous, les datas qu'on reçoit des fabricants, aujourd'hui, on n'en est pas propriétaire. C'est des datas qui appartiennent encore aux fabricants et qu'à tout moment, ils peuvent fermer le robinet. Et ça, c'est peut-être un détail, mais sur le passage, ça veut dire qu'on est vraiment avec cette épée de Damoclès. Si à un moment, le fabricant décide de plus nous envoyer les datas, on ne peut plus. Contrairement à Fleury Michon et Super U, qui là, pour le coup, ont mis leur catalogue sur Open Food Facts. Et quand il est sur Open Food Facts, il est disponible à partir du moment où il est posé ad vitam aeternam. Donc c'est vraiment aussi donner la donnée, oui, mais la manière de la donner, c'est important. Merci. Oui, juste une dernière remarque. Une dernière chose, Pierre. On parlait justement de transparence. Ce qui est très intéressant, c'est comment est-ce que le consommateur va s'approprier l'information. Tout à l'heure, il y a une personne au fond qui est biologiste et qui parlait justement des systèmes bovins notamment et qu'il ne fallait pas stigmatiser la viande. C'est tout à fait juste. En aucun cas, il faut la stigmatiser à partir du moment où, en France, on a des systèmes allaitants et des systèmes pâturants. Et il y a des études aujourd'hui qui sont menées notamment par les CIVAM, les centres d'innovation pour valoriser l'agriculture et les milieux ruraux, qui sont des études socio-technico-économiques. Et dans le Grand Ouest français, on voit que le revenu disponible dans ce type d'élevage génère un revenu plus important avec une production moindre de lait. Ça, c'est les conclusions qu'on avait notamment publiées, c'est-à-dire c'est des études qui ont été réalisées par le CIVAM et que nous, au WWF, on a publié ces conclusions dans le cadre des États généraux pour l'alimentation et pour dire que finalement, il y a des systèmes, notamment bovins, en système pâturage, comme le disait la personne au fond de la salle, qui sont à promouvoir. En aucun cas, il est question de les évincer. Et pour finir là-dessus, en tout cas, je pense qu'il faut aussi qu'on soit un peu et qu'on reconnaisse une chose, c'est que les systèmes sont imparfaits. C'est-à-dire qu'on pourrait longtemps débattre de ce fameux Nutri-Score, on pourrait longtemps débattre de cette Open Data, on pourrait longtemps débattre des applications qui sont en train d'être créées, notamment, moi je peux en donner une autre, étiquetable, c'est d'ailleurs Eco2 Initiative qui a co-publié avec nous cette étude dont on parlait tout à l'heure. Il y en a beaucoup, mais elles sont imparfaites, puisque les systèmes de données à la base sont imparfaits. Il y a encore de la recherche à faire. Ce qu'il faut faire, c'est le reconnaître et voir jusqu'où on peut aller. Et que même si, en tout cas, je ne veux pas recréer le débat sur le Nutri-Score, qu'il y a ce pourcentage de fruits et légumes, qu'il manque peut-être une étude au niveau des micronutriments, que peut-être, dans quel cadre, au niveau des questions de politique publique en France, on pourrait évincer certaines choses et que ça pourrait prêter lieu au débat sur ces questions-là. Je pense juste que si on est capable de se dire qu'il y a des défaillances à certains niveaux et qu'en parallèle, les systèmes sont améliorables, on pourra justement faire avancer ces choses-là et je pense que cette transparence, elle a tout à fait lieu d'être dans cette thématique et pour faire avancer les choses simplement. Merci Thomas pour je trouve que c'est une très bonne conclusion.